Un nombre croissant d'entreprises mondiales retirent leurs usines de Chine et cela suscite des inquiétudes que cette tendance pourrait nuire à l'industrie manufacturière chinoise. Les gens à travers la Chine ne sont pas heureux et leur colère a explosé dans les rues pendant plusieurs jours. En cette fin d'année, les tensions liées aux conflits salariaux en Chine atteignent leur paroxysme. Cette année, de nombreuses régions ont vu des méthodes de plus en plus radicales des travailleurs pour obtenir leur salaire impayé. La réalité mord la Chine. Et vous savez où? Le Parti communiste chinois est maintenant en négociation avec les États-Unis. Et j'ai la preuve de cela. Maintenant, la raison pour laquelle le Parti communiste chinois vient à la table est simple. Les usines chinoises ferment, les travailleurs chinois sont licenciés, parfois sans paiement, et l'économie chinoise va à volo. Mais voyez-vous, le Parti communiste chinois ne peut pas admettre publiquement que c'est leur décision qui cause tant de douleur au peuple chinois. C'est pourquoi, publiquement, le Parti communiste chinois dit qu'il ne négocie pas, alors qu'en réalité, les pourparlers de négociation ont déjà commencé. Et c'est la raison pour laquelle je ne m'attendais pas à cela. Cet après-midi, je n'ai rien fait. J'ai juste reçu des informations sur les usines qui arrêtent le recrutement. Usine après usine, elles s'arrêtent une par une. Cela se passe chaque minute. Et tout ça à Tianjin. Certaines des usines que nous avons recommandées, comme l'usine de cartes de circuit imprimées à Xiqing, une usine d'emballage de biscuits à Woking, une usine d'électronique à Dongli, une usine à Dongli, elles s'arrêtent toutes. Même une usine de commutateurs à Woking a fermé. Ce ne sont que les fermetures dans une seule ville, Tianjin. Il y en a beaucoup d'autres à Pékin, Shandong, Jiangsu et Nantong. Maintenant, même à Shanghai, 4 usines de cosmétiques ont déjà cessé leurs activités, dont 3 ont fermé. La seule qui reste est une usine de cosmétiques qui embauche des femmes de 50 ans et plus. Les conditions ne sont pas bonnes. Pas de dortoir et pas de navette, et c'est une marche de 20 minutes. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous cherchez un travail, acceptez le travail que vous pouvez trouver. Ne soyez plus pointilleux. C'est pourquoi le Parti communiste chinois sait qu'il n'a pas d'autre choix que de négocier. Et devinez quoi? Nous avons un rapport explosif d'une entreprise de médias coréenne. Après avoir nié tout contact en coulisses, un haut fonctionnaire chinois visite en personne le département du Trésor américain. En descendant, on peut voir une photo de 3 fonctionnaires chinois. Leurs visages ont été floutés, mais des détails importants ont été partagés qui confirment qu'il s'agit de hauts fonctionnaires chinois qui entrèrent dans le bâtiment du département du Trésor américain. Voici la note sous la photo. Vers 7 heures du matin, le 24e, un haut fonctionnaire du ministère des Finances chinois, équivalent au ministère de la Planification et des Finances, a été vu entrant dans le siège du département du Trésor américain à Washington, district de Columbia. Il était accompagné de 10 assistants. La photo montre des assistants chinois attendant la fin de la réunion entre les deux parties. Ils portèrent des cartes d'identité avec leur nationalité indiquée comme Chine pour assister à la réunion des ministres des Finances du G20. Si nous descendons un peu, nous avons plus de détails sur cet article. Les identités exactes des hauts fonctionnaires dirigeant la douzaine ou plus d'entourages n'ont pas été confirmées, mais ils portaient tous une identification requise pour entrer à la réunion du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale, du G20 actuellement en cours à Washington. C'est le même type d'identification porté par le ministre des Finances de la Chine, lorsqu'il a rencontré le ministre de la Stratégie et des Finances de la Corée du Sud, juste un jour avant. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir sur la photo que l'identification est similaire et que cette même identification a été trouvée sur les mêmes personnes qui se tenaient à l'extérieur du bâtiment, pendant que les hauts fonctionnaires étaient à l'intérieur. En descendant, on constate que les officiels chinois ont empêché la presse de prendre des photos. Le rapport indique que les officiels chinois ont fortement empêché la presse de photographier les hauts fonctionnaires entrant au Trésor américain ce matin. Malgré les dires de la presse, nous n'avons pas le pouvoir de restreindre sa liberté. Les officiels chinois ont dit « Nous avons le droit de refuser de permettre à notre personnel d'être photographié et avons exigé que la presse supprime toutes les photos prises sur leur smartphone. » Je ne connais pas les exceptions du droit diplomatique, mais selon la loi américaine, n'importe qui peut vous photographier dans l'espace public aux États-Unis, et vous n'avez aucun droit de demander la suppression de cette photo. Encore une fois,
Il peut y avoir des exceptions lorsqu'il s'agit de droits diplomatiques, mais je ne suis pas trop sûr de cela. Quoi qu'il en soit, revenons au rapport. Lorsque la presse lui a demandé de révéler l'identité de la personne qui avait bloqué l'interview, il a refusé en disant que je n'ai aucune obligation de révéler mon identité. Cependant, sa carte d'identité portait son nom, sa photo et sa nationalité indiquée comme étant la Chine. Clairement, cela montre que les négociations ont commencé, et c'est simplement comique que la Chine nie toujours cela. Comme vous le savez, le Parti communiste chinois a l'habitude de faire pression sur ceux qui dévoilent leurs mensonges. Ils le font de plusieurs manières différentes, mais sur YouTube, ils votent négativement et n'aiment pas la vidéo pour qu'elle soit supprimée dans l'algorithme. Donc, si vous le pouvez, faites-nous une grande faveur et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous ci-dessous. Cela aide énormément la vidéo. Selon YouTube, plus de 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Donc si vous appréciez le contenu, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement. Mais passons à autre chose. La raison pour laquelle ce rapport est si important, c'est parce que juste hier, le ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré que la Chine ne négocie pas avec les États-Unis et que la Chine ne négociera jamais avec les États-Unis, à moins que le président Trump n'abaisse les tarifs à 0%. De toute évidence, ils ont menti, comme le montrent leurs commentaires. Si les États-Unis veulent vraiment régler le problème par le dialogue et la négociation, ils devraient abandonner l'exercice de la pression maximale, cesser l'intimidation et le chantage, et entamer un dialogue avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel. Les rapports sont faux. À ma connaissance, la Chine et les États-Unis n'ont pas tenu de consultation ou de négociation sur les tarifs. Cette guerre tarifaire a été initiée par les États-Unis et l'attitude de la Chine est constante et claire. Si vous voulez vous battre, nous irons jusqu'au bout. Si vous voulez parler, la porte est ouverte. Le dialogue et la négociation doivent être égaux, respectueux et mutuellement bénéfiques. Ce que nous avons vu, c'est que l'abus de tarifs par les États-Unis a sérieusement sapé les règles de l'Organisation mondiale du commerce et porté atteinte aux intérêts communs des peuples de tous les pays. Maintenant, de nombreuses grandes entreprises de médias ici aux États-Unis ont simplement pris la déclaration et l'ont exploitée, alors qu'en réalité, elles ne comprenaient pas comment fonctionne réellement le Parti communiste chinois. Vous voyez, le Parti communiste chinois n'est pas comme n'importe quel autre gouvernement dans ce monde. Ils ne vous disent pas ce qui se passe. En fait, ils vous disent exactement le contraire de ce qui se passe. Ils mentent depuis longtemps. Lorsqu'ils annoncent une hausse du produit intérieur brut, il est en réalité en baisse. Quand ils vous disent que l'emploi des jeunes est en baisse, il est en fait en hausse. Et c'est pourquoi ils ont arrêté de le signaler. Et quand ils vous disent que la Chine ne négocie pas, elle est en fait en train de négocier. Et le président Trump a confirmé cela lui-même quelques heures seulement après cette réunion entre des hauts fonctionnaires américains et chinois. Oui, s'il vous plaît. Une question sur la Chine. Pouvez-vous préciser avec qui les États-Unis parlent en Chine? Ils disent que c'est de fausses nouvelles que des pourparlers commerciaux ont lieu. Ils ont eu une réunion ce matin, donc je ne peux pas vous en dire plus, peu importe qui ils sont. Nous pourrions le révéler plus tard, mais il y a eu des réunions ce matin, notamment avec la Chine. Jeff, comme d'habitude, t'as mal rapporté. Merci beaucoup. On se voit. Alors la question se pose, pourquoi le Parti communiste chinois ment-il? Ou du moins, pourquoi ment-il cette fois-ci? Et la réponse est simple. Vous voyez, en Chine, le Parti communiste chinois a diffusé cette propagande selon laquelle les États-Unis souffrent, et la Chine est forte. La Chine a toutes les cartes en main, et elle peut résister à tout ce que les tarifs américains peuvent apporter. Mais la réalité ne correspond pas vraiment à ce que le Parti communiste chinois met en avant. Des milliers d'usines ferment, des centaines de milliers de personnes sont licenciées, et des commandes valant des millions et des millions de dollars sont annulées. Cela signifie que tout le monde en prend un coup, des travailleurs aux propriétaires d'usines, en passant par le Parti communiste chinois lui-même. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, les recettes fiscales du Parti communiste chinois subissent un coût, même si le Parti communiste chinois aime prétendre que le produit intérieur brut est en hausse. Ici, nous avons un excellent rapport du Financial Times montrant la situation économique exacte en Chine qui se déroule en ce moment. Les usines chinoises réduisent leur production et licencient des employés à cause des tarifs américains. Les propriétaires disent que les clients américains ont annulé ou suspendu les commandes. Environ 15% de toutes les exportations chinoises de l'année dernière sont allées aux États-Unis.
Maintenant, ce nombre est un peu inexact, car c'est 15% qui sont venus directement de Chine, mais environ 15% supplémentaires sont venus d'autres pays, même s'ils étaient des marchandises chinoises. En résumé, la Chine les envoie au Vietnam, à Taïwan, au Cambodge et en Corée du Sud, d'où ils arrivent ensuite aux États-Unis. Donc, même si ces marchandises sont vendues aux États-Unis, la Chine n'en bénéficie qu'indirectement. Ainsi, près de 30% des exportations chinoises de l'an dernier ont été destinées aux États-Unis. Dans une interview avec le Financial Times et via des dizaines de publications sur les réseaux sociaux, les travailleurs ont partagé des photos de lignes de production silencieuses ou des avis de suspension d'usines, soulignant comment les tarifs commencent à faire mal. Wang Xiang, chef de l'association de commerce électronique transfrontalier de Shenzhen, un groupe industriel représentant plus de 2000 marchands chinois, a déclaré que beaucoup d'entre eux étaient extrêmement anxieux et avaient demandé aux usines et aux fournisseurs d'arrêter ou de retarder les livraisons. Cela a incité certaines usines à suspendre la production pendant 1 à 2 semaines. Nos commandes à l'exportation ont disparu du jour au lendemain, donc nous avons temporairement arrêté, a déclaré un ouvrier d'usine de plastique de 28 ans dans la province du Fujian. Maintenant, si le Parti communiste chinois regardait notre chaîne, il saurait que c'était probablement le résultat de ce qui se passait. Car le Parti communiste chinois a construit leur pays, a construit l'économie sur l'exportation vers d'autres nations. Et ce n'est même pas un commerce équitable. C'est un commerce très agressif et prédateur auquel le Parti communiste chinois participe. Leur objectif a été de développer une telle capacité d'exportation, de production, qu'ils peuvent simplement inonder les marchés étrangers avec les biens qu'ils veulent, et faire sortir les entreprises étrangères du marché. De cette façon, les usines du Parti communiste chinois seront les seules usines restantes. Mais lorsque d'autres pays commencent à dire non aux produits du Parti communiste chinois, c'est là que des fissures commencent à apparaître dans ce système. Vous voyez, nous pouvons acheter beaucoup de produits que nous achetons de la Chine à partir d'autres pays. Nous pouvons même produire certains des produits de haute valeur ici aux États-Unis. Et bien sûr, cela prendra du temps, mais nous pouvons le faire. Et à propos de toutes ces choses de bas niveau, des choses de faible valeur, que nous achetons de la Chine, eh bien, nous pouvons avoir des pays en Amérique latine pour le faire. Nous pouvons avoir le Vietnam, l'Inde ou les Philippines pour le faire. Au bout du compte, c'est tout le plan de cette guerre commerciale. Nous souhaitons nous éloigner de la Chine. Et devinez quoi ? Cela se concrétise. Foxconn a commencé à assembler des iPhone 16e au Brésil, alors que son taux de tarif de 10% en provenance des États-Unis reste parmi les plus bas. Maintenant, bien sûr, Foxconn est une entreprise chinoise. Mais en fin de compte, Apple leur a donné le contrat pour produire des iPhones. Mais ce mouvement montre quelque chose qui a été une tendance pour les entreprises de fabrication en Chine. Ils sont simplement en train de partir, et cette réaction est la façon parfaite de résumer la réaction de beaucoup de gens à cela. Tout le monde dit que nous ne pouvons pas vivre sans la Chine, alors qu'en réalité ce n'est pas entièrement vrai. Cette réaction dit « Attendez, vous voulez dire que d'autres pays que la Chine peuvent fabriquer des choses ?» Visage de Pikachu surpris. Cela montre simplement que les entreprises se réorienteront lorsqu'elles le devront, et malheureusement, le Parti communiste chinois la prend à la dure. La Chine, elle n'est pas une innovatrice, elle doit donc produire en masse pour rester pertinente. La Chine fait et fera des concessions. Ils étaient sur le point d'être détruits. Un stimulus massif est requis, le yuan est surévalué, la demande chute fortement, causant stagflation et chômage élevé chez les jeunes. La croissance fiscale en Chine ne correspond pas à celle du produit intérieur brut. Le Parti communiste chinois sait qu'il ne peut pas se permettre une récession, et c'est pourquoi il ment simplement sur le produit intérieur brut. Mais l'économie ne fonctionne pas pour une grande majorité des citoyens chinois. Je ne veux pas non plus être une personne rare, mais je gagne un salaire de 2500 en utilisant un Redmi d'occasion, allongé dans une chambre de location bon marché de 300 yuan, mangeant des nouilles frites à 6 yuan, buvant du Qingdao en canette, regardant les histoires d'amour urbaines à la télévision. Tout ce qu'il y a dans la pièce, c'est un éclairage tamisé et l'odeur piquante de la moisissure. Tu me demandes ce qu'est l'avenir. Ai-je encore un avenir? Nous n'avons plus d'avenir.
Pour une usine, les annulations de commandes sont une véritable condamnation à mort. Il ne s'agit pas seulement de perdre de l'argent. Ils pourraient littéralement perdre leur entreprise. Ils pourraient perdre leur gagne-pain s'ils ont suffisamment de commandes annulées. Et pour que nous comprenions cela, nous devons comprendre comment ces usines fonctionnent. Disons que vous êtes une grande entreprise de t-shirts et que vous voulez fabriquer vos t-shirts en Chine pour économiser de l'argent en production. C'était avant l'instauration des tarifs. Supposons cela. Trouvez une usine capable de gérer la quantité que vous souhaitez commander. Disons pour $1 million de t-shirts. Donc, vous passeriez une commande d'$1 million mais sans payer cette somme. Vous leur paieriez généralement entre 50 et 100 000 $ comme dépôt pour qu'ils puissent commencer votre commande et commencer à la fabriquer. C'est là que l'activité de l'usine devient un peu trop risquée, du moins à mon goût. En général, les usines ont des marges faibles, entre 5 et 15% sur une commande. Donc, lorsqu'ils reçoivent une commande d'$1 million, ils s'attendent à réaliser un bénéfice de 50 000 à 150 000 $. Cela signifie qu'ils doivent investir environ 850 000 $ de leur propre argent pour acheter les matériaux, acheter tout ce dont ils ont besoin pour produire les t-shirts pour cette commande. Mais souvenez-vous, ils n'ont pas reçu $1 million du client. Ils n'ont reçu que 100 000 $. Cela implique qu'ils doivent payer le reste eux-mêmes ou souscrire un emprunt bancaire. Ces usines ici ont généralement des marges faibles sur leurs commandes, ce qui signifie qu'elles n'ont pas beaucoup de liquidités. Ils contractent généralement un prêt bancaire. Une fois les t-shirts fabriqués et expédiés, ils recevront $1 million à leur arrivée à destination. Ils utiliseront cet argent pour rembourser la banque, payer les travailleurs et garder le reste comme bénéfice. Voilà comment l'entreprise est censée fonctionner en période faste. Mais en des temps comme ceux-ci, lorsque les tarifs augmentent du jour au lendemain, les commandes commencent à être annulées. Mais ces propriétaires d'usines ont déjà investi leur argent ou ont déjà contracté des prêts bancaires pour financer toutes les commandes qu'ils avaient. Cela signifie qu'ils sont maintenant coincés avec la marchandise et ils n'ont pas l'argent qui leur a été promis pour la production de toute cette marchandise. C'est pourquoi tant d'usines font faillite en Chine, car beaucoup de ces propriétaires d'usines ont contracté des prêts pour produire toute cette marchandise. Et maintenant, ils ne peuvent pas la vendre. Ils ne peuvent pas l'envoyer à la personne qui l'a commandée. Donc ils subissent essentiellement la perte, et certaines personnes ne peuvent pas se permettre de subir la perte. Ils déclarent donc faillite. Et pire encore, beaucoup de travailleurs qui travaillent pour ces usines ne sont pas payés. C'est ce qui inquiète énormément le Parti communiste chinois,